Madame Acarion, merci. Peut-être avant de commencer le débat et la présentation du travail des étudiants suite à la commande de l'Institut Kervéganf, peut-être rappeler rapidement la définition de l'habitat inclusif telle qu'elle a été présentée dans la loi Élan d'octobre 2018. L'habitat inclusif, c'est un habitat destiné aux personnes âgées, vieillissantes et aux personnes en situation de handicap, occupées à titre de résidence principale et qui prévoit un mode d'habitation regroupé avec effectivement des espaces communs, des espaces de rencontre, un logement qui répond aux conditions d'attribution du locatif social et qui effectivement est assorti d'un projet de vie sociale et partagée, notamment défini par un cahier des charges élaboré au plan national. On verra comment effectivement les propositions d'habitat inclusif permettent de répondre aux besoins grandissants de populations vieillissantes. Comment est-ce qu'on peut aussi développer des projets permettant de mieux vivre ensemble. Comment ces projets visent à mailler aussi le territoire, y compris dans les communes rurales, et puis permettre le mieux vivre ensemble. Alors rapidement, présentation de l'organisation de la table ronde. Donc dans un premier temps, autour de Béatrice Chaudet, qui effectivement est professeure, enseignante et chercheuse dans le champ de la géographie sociale, qui questionne aussi les problématiques d'accessibilité et d'aménagement du territoire. Eh bien, il y aura la présentation de ce travail étudiant et ensuite une table ronde qui va se dérouler en deux temps. Premier temps, ce sera effectivement un temps d'échange avec Madame Acarion, qui est donc vice-présidente du conseil départemental en charge des questions de handicap et de personnes âgées, accompagnée de Monsieur Geoffroy Verdier, qui est également coprésident des Écosolis, importante association d'économie sociale et solidaire, et qui a créé il y a 2 ans un laboratoire d'habitat inclusif, et donc il nous parlera de cette expérience. Et puis Madame Aurélie Vigourou, qui est représentante, qui est responsable du développement et de l'innovation chez le bailleur Atlantique Habitation, et qui nous présentera également des références et des problématiques. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons la présentation du projet d'habitat inclusif qui se développe au Grand Auvernais avec la présidente de l'association, la Maison Villeneuve, Monsieur le maire de Grand Auvernais, et puis le gestionnaire Vive 3, qui viendront nous présenter ce projet. Voilà, donc place tout d'abord à la présentation de ce travail des étudiants autour du diagnostic de l'habitat inclusif en Loire-Atlantique. Béatrice. Alors bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente ici aujourd'hui en compagnie de 3 étudiants, en l'occurrence Martin Leclinch, Laura Noulot et Léa Lecanu. Ce sont 3 étudiants du master géographie, aménagement, environnement et développement de l'Université de Nantes. Ce sont 3 étudiants qui aujourd'hui sont en 2e année de master. Et le travail qu'ils vont vous présenter, c'est un travail qu'ils ont réalisé l'an dernier au cours de leur première année de master de géographie. Il faut savoir que tous les 3 ont réalisé ce travail entre octobre 2021 et mai 2022. Voilà. Et que ce travail, finalement, c'est un travail qui leur a été imposé dans le cadre de leur formation. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que au sein de l'Institut de géographie de Nantes Université, dans le cadre de ce master, chaque année, les étudiants réalisent un diagnostic de territoire. Ils sont donc par groupe pour le réaliser et il y en a quelques-uns qui sont présents dans la salle et je me permets de les remercier d'être présents et de soutenir leurs camarades aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Gunével Pédron qui est aussi présent dans la salle et qui contribue amplement à la bonne réalisation de ces diagnostics de territoire qui couvrent des thèmes extrêmement variés. Ici, vous avez l'occasion de voir les travaux autour de l'habitat inclusif, mais il me semble important de rappeler aussi que
Les commandes qui sont passées auprès de l'Institut de géographie sont aussi des commandes de conseils de développement ou encore d'associations, pour faire le lien avec le sujet qui nous anime aujourd'hui. L'association La Page 44 avait commandé il y a quelque temps un diagnostic autour de l'habitat inclusif, mais d'un projet concret auquel ils envisageaient de questionner l'environnement résidentiel. Mais il y a aussi bien d'autres sujets, puisque les étudiants qui sont ici ont découvert cette thématique qu'est l'habitat inclusif, mais aujourd'hui ils sont en stage dans des domaines bien différents que celui sur lequel ils ont été amenés l'an dernier, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit dans l'éolien, que ce soit dans les mobilités actives. Ce sont tous des géographes, de futurs aménageurs qui ont exercé finalement au cours de l'année dernière un travail de diagnostic et le poursuivent et s'apprêtent à entrer dans la vie active très prochainement. Ce que je tenais aussi à dire, c'est qu'Olivier Cassou, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais qui a lui aussi accompagné les étudiants, regrette de ne pas pouvoir y assister, mais soutient amplement ce travail aussi animé par les étudiants. Rappelez qu'ils étaient 7 au départ, qu'ils sont 3 aujourd'hui présents, mais que d'autres parmi eux sont en stage beaucoup plus loin de Nantes, dont certaines en Côte d'Ivoire, c'est ça, pour d'autres peut-être à Rennes ou ailleurs. Donc voilà, toujours est-il qu'ils poursuivent leur parcours eux aussi. Et donc, l'ambition en tout cas de cette journée aujourd'hui, ou en tout cas de cette soirée, c'est de dire que ce travail-là, c'est un travail d'étape, c'est un travail exploratoire. On insiste vraiment sur le sujet parce que en octobre 2021, ils ont eu à traiter la question de l'habitat inclusif. Ils ne connaissaient rien de l'habitat inclusif. Il faut savoir qu'ils ont dû s'approprier le sujet, l'apprivoiser, appréhender finalement l'actualité du sujet, parce que force est de constater aujourd'hui avec tous les porteurs de projets, associations, départements et que sais-je, les écosolis, entre autres, l'URIOPS aussi par ailleurs, tous se sont intéressés au cours de cette période finalement à ce qu'était l'habitat inclusif. Donc c'est un sujet qui, en particulier dans le département du 44, comme cela a été dit tout à l'heure, est particulièrement investi. Le laboratoire de recherche auquel j'appartiens, qui s'appelle Espace et Société, contribue aussi à mener des recherches autour de ces questions, notamment aux côtés de Christine Lambert, ingénieure de recherche, Caroline Urbain également présente aujourd'hui, Amélie Renard qui a aussi contribué au projet. Toutes ces personnes aujourd'hui, au sein du département, contribuent à la réflexion autour de ce qu'est l'habitat inclusif, mais surtout quels sont les enjeux et les défis et les transformations qu'il impose à nos sociétés. Et cela a été dit tout à l'heure par le président de l'Institut Kervégan. On s'intéresse aux questions sociétales et tout ce qui relève des transformations aujourd'hui de la société. L'habitat inclusif en est un exemple majeur. Les étudiants ici présents vont pouvoir vous présenter leur travail. Ils ont fait le choix d'une approche plutôt quantitative à travers un indicateur qu'ils vous présenteront. Il faut savoir que cet indicateur, il est aussi associé et complété par une approche qualitative et des entretiens qu'ils ont pu réaliser auprès des acteurs du territoire. Et c'est important de souligner cette complémentarité dans la démarche qu'ils ont mise en œuvre. D'une part, le travail de cartographie et de mise en évidence de communes ou de territoires plus ou moins favorables, mais ils vous expliqueront pourquoi, à l'habitat inclusif, sans oublier en même temps le fait qu'il y ait des dynamiques locales, des liens entre les acteurs présents sur les territoires qui, elles aussi, influencent énormément la capacité ou la possibilité de produire ou en tout cas de renouveler ces formes d'habitat. Voilà ce que je voulais leur dire. Leur dire aussi que je suis ravie qu'ils soient là pour présenter ce travail plus de 6 mois après la réalisation de ce diagnostic. Leur dire que le sujet a été ambitieux, ils ont été tenaces, ils sont encore présents aujourd'hui et on peut les féliciter pour ce travail et cette approche géographique du sujet. Oui, bonsoir à tous et d'abord on tient à vous remercier de nous donner l'opportunité de présenter ce projet qui, comme vient de le redire Béatrice Chaudet, nous a pris beaucoup de temps et nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur l'habitat inclusif.
Donc nous, on était 7 étudiants et on ne connaissait rien de l'habitat inclusif et on a été plongé dans ce sujet qui, on l'a vu, a pris beaucoup d'importance ces dernières années et qui commence à intéresser beaucoup de monde et ça se voit encore aujourd'hui. On s'est retrouvé avec beaucoup d'informations, beaucoup de données pour déchiffrer l'habitat inclusif. Et donc nous, on s'est aussi retrouvé dans une position où on n'était plus trop sûr de quelles données on comprenait, quelles données on ne comprenait plus, parce qu'il y avait beaucoup d'informations et c'est devenu un peu de flou. Et donc tout notre travail, il a débuté sur la définition de ce qu'était l'habitat inclusif. Et donc là, on aimerait revenir un peu sur cette définition que nous, on a complétée, que Maryse nous a fait tout à l'heure. On l'a complétée, la définition de la loi Elan. Et on a récupéré 5 caractéristiques de l'habitat inclusif. Et donc la première caractéristique de l'habitat inclusif qu'on a retenue, c'est sa formule partagée. Le fait que ce soit des collectifs de petite taille, de taille humaine, généralement de 4 à 12 personnes, et qui permettent d'avoir une collectivité dans un habitat. Ça s'illustre aussi par un environnement ordinaire qui permet de garantir une évolution dans un cadre de chez soi. Troisièmement, ça permet aussi une insertion dans la vie locale. Et ça, c'est une approche qui nous était un peu chère en tant que géographe parce que ça nous montrait le lien avec le territoire. Quatrièmement, c'est aussi un jeu d'acteurs. En fait, l'habitat inclusif, il y a beaucoup d'acteurs hors du cadre médico-social qui interviennent également. Et c'est un jeu d'acteurs qui nous a beaucoup intéressés parce qu'on a réalisé pas mal d'entretiens avec ces acteurs en question pour comprendre ce qu'était l'habitat inclusif. Et enfin, 5e caractéristique qu'on a relevée, c'est le fait que ce soit un habitat accompagné qui permet aux personnes d'évoluer dans ces environnements, non pas seules, mais de manière sociale et partagée. On a relevé une problématique dans notre diagnostic. On s'est penché sur les enjeux, les impacts et les défis vers lesquels évoluait l'habitat inclusif. Et pour essayer de répondre à ces questions, on a mis en place une méthodologie qui était, premièrement, d'aller voir les acteurs sur le territoire. Donc on a effectué une quinzaine d'entretiens avec des élus locaux et aussi des porteurs de projets. Et à partir de ces entretiens, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions de projets, etc. Et que ces projets sur les territoires, ils étaient plutôt localisés sur les territoires urbains et un peu moins sur les territoires ruraux. Mais ce que nous, on a observé aussi en tant que géographe, c'est que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, elles ne sont pas que sur les territoires urbains, elles sont aussi partout sur le territoire. Et du coup, on s'est demandé pourquoi est-ce que ces habitats ne sont pas plus développés sur des territoires qui ont tout le potentiel pour pouvoir accueillir ce genre d'habitat, et pourquoi ça ne se fait pas. Et donc, on a décidé de voir sur le territoire comment on pourrait inviter, entre guillemets, les personnes à vouloir s'intéresser à des territoires pour développer de l'habitat inclusif et quel serait le potentiel du territoire. Et c'est pour ça qu'on a développé un indicateur du potentiel inclusif du territoire qu'on a appelé l'IPIT, voilà pour l'indicateur, pour essayer de caractériser un peu les territoires qui pourraient potentiellement avoir des habitats inclusifs. Et je vais laisser Laura vous présenter cet indicateur un peu plus en détail. Alors du coup, avec le diagnostic, on a pu voir que l'inclusion, c'est un concept qui touche à de nombreux domaines, que ce soit la santé, le logement, le transport et bien d'autres thématiques. Et donc, elle s'exprime sur les territoires au travers d'un environnement capacitant. Et donc, face à ce constat, on a essayé de mettre en place un indicateur mesurant le potentiel d'inclusion des territoires en Loire-Atlantique. Et cet indicateur, il s'inscrit alors dans une volonté d'apporter un panorama au niveau des communes du département. Afin de rendre compte de cet indicateur, on a donc recueilli des données grâce à la base permanente des équipements de l'INSEE avec des données datant de 2019 et avec le discours d'acteurs clés de l'habitat inclusif qu'on a donc rencontré et interrogé. Donc cette base permanente des équipements, elle est composée de 188 types d'équipements différents. Ça peut aller d'un aménagement à une infrastructure ou un service. Et ils sont répartis en 7 grands domaines comme le service aux particuliers, les commerces, les enseignements, la santé, le médico-social, ou bien le sport, le tourisme. Et on a fait le choix d'écarter certains équipements qui, selon nous, ne présentaient pas d'intérêt pour cette étude. Et c'est le cas notamment, par exemple, des équipements touristiques ou certains équipements de loisirs qui ne permettaient pas spécialement une inclusivité.
À partir de la définition de l'inclusion sociale et donc des données récoltées lors des entretiens, on a choisi une gamme d'équipements qui jouent un rôle central pour l'inclusion socio-spatiale des personnes. Et on a donc fait le choix d'adopter une classification différente de la BPE. Et on a retenu 5 sous-paramètres à notre indicateur. Donc le premier sous-paramètre, c'est les services de proximité. Donc on a donc retenu des commerces alimentaires qui soient généralistes ou spécialisés. On a également pris en compte des magasins généralistes ou des services aux particuliers. Le deuxième paramètre pris en compte sont les services de santé, donc tout ce qui touche au médical. Et on peut donc constater qu'on a pris en compte les médecins généralistes parce que c'est quand même essentiel si on a un souci. Et du coup, il a un coefficient un peu plus fort comme la pharmacie. Et on a mis des valeurs, c'est les valeurs de l'APL, donc c'est un indicateur d'accessibilité potentielle localisée qui en fait mesure l'adéquation spatiale entre l'offre et la demande des soins. Ensuite, le troisième paramètre, c'est les services d'inclusion par les loisirs, le sport et la culture. Donc on a pris en compte des activités de loisirs sportifs et de loisirs culturels. Ensuite, le quatrième paramètre, c'est les services d'inclusion par les transports. Donc, on a pris en compte du coup les taxis, les gares, qu'on a donc catégorisés selon leur importance, parce que plus elle est importante, plus elle dessert de lieux. Et enfin, on a pris les lignes de bus. Après, le cinquième point, ça va être les services d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, en prenant en compte les ESAT et les services d'aide et d'accompagnement présents sur les territoires. Et enfin, on a pris les services d'inclusion pour les personnes âgées, en prenant en compte les offres d'hébergement déjà présentes sur le territoire, les soins à domicile ou les services d'aide. Et donc, enfin, on a obtenu du coup notre indicateur avec tous ces sous-paramètres. Et du coup, on a mis des coefficients un peu plus forts pour les services de proximité et les services de santé ainsi que les services d'inclusion pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, parce que c'est vraiment les points qui permettent le plus d'inclusion sur le territoire. Les deux coefficients du bas, du coup, ils sont pas bons, mais c'est 0,2 normalement. Merci Laura. Donc moi je vais être en charge de vous présenter justement les résultats de cet indicateur de l'IPIT, donc l'indicateur du potentiel inclusif des territoires par les équipements. Alors on va s'intéresser aux communes qui ont eu un score supérieur à 0,7 et qui sont du coup aux yeux de notre indicateur adaptés pour l'accueil de l'habitat inclusif. Et en fait ça concerne 22 communes sur le territoire, donc à peu près une commune sur 10 dans le département. Et en fait ces communes, on a considéré qu'il y avait 3 types de territoires. Donc, premier type de territoire, c'est Nantes et sa périphérie immédiate. Et en fait, c'est assez logique que ces territoires ressortent parce que l'agglomération nantaise concentre énormément d'équipements et c'est sur ça qu'est basé notre indicateur. Et on voit d'ailleurs que c'est l'espace qui accueille le plus d'habitat inclusif. Donc voilà, ça c'était pour le premier type de territoire. On a également pas mal de communes littorales qui ressortent et c'est assez intéressant que ces communes apparaissent comme inclusives parce que ce sont des territoires qui sont assez souvent touchés par le vieillissement. Je peux prendre l'exemple de Pornic où une personne sur 2 a plus de 60 ans. Donc le développement de l'habitat inclusif à destination des personnes âgées, il serait donc pertinent. Et enfin, dernier point, les bourgs de taille moyenne, qui sont des bourgs qui exercent des fonctions de centralité intermédiaire dans des espaces peu denses. On peut citer par exemple Savenay, Clisson ou Ancenis, qui sont assez intéressants. Et ça rejoint une autre question, puisqu'en fait, dans la tradition, l'habitat inclusif, en fait, il est souvent associé au centre-ville, puisque c'est là qu'on va retrouver pas mal de services. Mais dans un souci d'égalité des territoires, on s'est posé la question, est-ce que c'est pertinent de développer l'habitat inclusif dans les espaces ruraux ? Alors, selon l'INSEE, une commune est rurale si elle a moins de 2000 habitants. Et en fait, généralement, avec notre indicateur, ces communes-là ont un score qui est assez bas, puisqu'elles sont généralement dépourvues d'équipements. Par contre, en revanche, ce qu'on a repéré, c'est que les pôles ruraux qui exercent une fonction de centralité intermédiaire atteignent tous de manière systémique un score extrêmement satisfaisant. Et en plus, ils sont répartis de manière homogène sur le territoire. Et donc, pour répondre à l'égalité des territoires en matière d'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, le développement de l'habitat inclusif dans ces pôles
apparaît comme étant une solution totalement satisfaisante. Donc je voulais faire un point tout de même sur la limite de cet indicateur, hein, parce que vous en doutez sûrement, l'inclusivité, c'est une notion qui est extrêmement complexe. Elle ne se mesure pas uniquement avec un chiffre, et les résultats obtenus doivent être confrontés avec la réalité du terrain, et notamment avec d'autres critères, comme par exemple l'engagement des élus sur l'intégration des personnes en situation de handicap, qui est essentiel. On peut prendre l'exemple de la commune de La Sorinière, qui a fait tout un travail de concertation pour intégrer les personnes en situation de handicap et rendre favorables les équipements de la commune à l'inclusion de ces personnes. Ou alors, autre exemple qui arrive juste après, voilà, la disponibilité foncière qui peut être une opportunité ou bien au contraire un frein au développement de l'habitat inclusif. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en fait, Nantes et sa périphérie immédiate, ainsi que le littoral, sont sous pression foncière. Donc c'est dommage, parce que c'est des territoires qui apparaissent où le développement de l'habitat inclusif apparaît comme extrêmement pertinent. En revanche, les pôles ruraux apparaissent comme beaucoup plus accessibles. Et ce qui me permet de réenchérir sur l'idée que les pôles ruraux sont tout à fait aptes à accueillir de l'habitat inclusif. Donc, pour finir, je tenais à remercier l'Institut Kervégan ainsi que l'Université de Nantes qui nous ont accompagnés tout au long de la réalisation de ce diagnostic. Et en effet, si vous voulez aller plus loin, il y a un super diagnostic qui est sorti qui s'appelle l'habitat inclusif en Loire-Atlantique et qui est disponible sur le site de l'Institut Kervégan. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Merci. Je vais prendre un micro, ça va être plus simple. Merci de cette présentation. Y a-t-il des questions particulières qui se posent à ce stade par rapport à cette présentation d'indicateurs du potentiel inclusif des territoires, sachant que nous avons l'exemple avec la commune du Grand Auvernais et le projet d'habitat inclusif de la Maison Neuve, que de très beaux projets peuvent également se dérouler dans des communes rurales, en l'occurrence 800 habitants. Oui, monsieur ? La modulation des critères. Alors, en effet, ça a été une question assez complexe de quel coefficient on donne, quels sont les critères les plus importants. Dans notre diagnostic, en fait, on a réalisé plusieurs variables sur cet indicateur, ce qui ont produit différentes cartes, mais qui ont donné des résultats similaires. Ce qui a beaucoup guidé, notamment, c'était nos entretiens, puisqu'on a eu l'occasion de faire des entretiens avec des porteurs de projets, et on leur a demandé quels étaient les critères pertinents pour le développement de l'habitat inclusif. Et donc, voilà, c'était ça qui est ressorti. Et notamment, en fait, quand on a élaboré l'indicateur, une des questions qui nous traitait dans la tête, c'était une définition de l'inclusion socio-spatiale, une définition qui était en anglais et que je n'ai plus en tête et que je ne pourrais pas ressortir comme ça. Néanmoins, il y avait ces notions de permettre aux personnes d'être autonomes, il y avait cette notion de jouer des rôles valorisés et choisis. Et en fait, en fonction de certains équipements, comme par exemple le fait d'avoir une grande surface à proximité, c'est quelque chose qui favorise l'autonomie. Et donc, voilà, c'était ce type de critères qui permettait d'identifier un territoire inclusif au regard des équipements. Très bien, merci pour la réponse. Je me tourne maintenant vers nos intervenants, la première table ronde, pour savoir ce que leur inspire cette proposition d'indicateur potentiel inclusif des territoires. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra guider vos stratégies d'acteurs? En fait, cela renvoie aussi, comme l'ont très bien expliqué les étudiants, donc à cette obligation quelque part de maillage du territoire. On a vu que dans un premier temps, les projets se sont quand même très concentrés dans les zones urbaines. En quoi est-ce que voilà, cette proposition, et puis comment répondez-vous dans vos politiques publiques au maillage aussi des territoires en accompagnant les porteurs de projets? Vous avez les micros, la parole est tout à fait libre. Alors, il y a plusieurs questions. Par rapport à cet indicateur, c'est intéressant d'avoir une cartographie, de voir sortir des pôles ruraux, en fait, de sortir aussi de Nantes, de voir qu'on peut avoir
si on veut sortir de l'attractivité et du tout métropole, c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir de l'habitat et des services et une vie associative qui soit équitablement répartie sur le territoire et de voir donc qu'à un instant T, en mettant en place ces critères, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de territoires d'équilibre qui pourraient accueillir des habitats qui pourraient permettre de l'autonomie aux personnes sans forcément les extraire de leur territoire pour aller les entasser à Nantes ou Saint-Nazaire. C'est assez intéressant. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre future programmation, où on a effectivement un certain nombre de territoires où les familles s'organisent pour porter des projets, et donc voir après comment on les accompagne. Mais là, je laisserai plutôt mes collègues de cette table ronde y répondre. Après, faire peut-être on a vu avec la carte sur le foncier, il manque peut-être un indicateur ou une question. C'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de projets sur Nantes et Saint-Nazaire. C'est peut-être aussi parce que ce sont des villes où il y a énormément de projets sociaux avec du logement social avec des bailleurs, et que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de faire sortir il y a eu énormément de travail aussi avec les familles vers les bailleurs sociaux, le département vers les bailleurs sociaux, pour avoir une montée en compétence sur ces sujets-là et essayer de faire en sorte que dès qu'il y a des projets d'envergure qui sortent, un habitat inclusif soit prévu et des logements en fait captés dès le départ pour mettre en place de l'habitat inclusif. Et typiquement, si on regarde sur la côte, par exemple sur le Pays de Ré, c'est pas un territoire qui va se définir. Il y a beaucoup d'inclusion, il y a énormément de choses. Par contre, du logement social et des projets qui vont permettre de sortir ce type de projet, c'est pas très existant. Donc effectivement, il y a peut-être un gros travail à faire en direction des élus aussi, de sortir de certains a priori plus côté handicap, côté personnes âgées. Je pense que ça sera peut-être plus moteur sur ce type de territoire. Mais il faut pas oublier de lier les deux, parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui migrent vers la côte accompagnées de leurs enfants en situation de handicap et qui ont besoin de logements qui répondent aux doubles besoins. Donc voilà, il y a à côté, donc faire attention à vérifier qu'on puisse avoir des offres de logements qui correspondent, ou alors créer avec les bailleurs sociaux, créer des nouveaux types de logements comme ça sera présenté à Grand Auvernais. Et aussi, l'une des réflexions, c'est se dire que du coup, en amenant des habitats inclusifs, on amène aussi de l'inclusion, du développement des associations, on amène de la vie dans les cœurs de bourg, dans les cœurs de village. Donc faire attention, peut-être au début, ça va faire grossir certains cœurs de bourg, et puis peut-être après, dans un deuxième temps, aller encore plus loin, aller dans d'autres communes qui n'ont peut-être pas le même réseau associatif, mais peut-être qu'on peut aussi, dans certains cas, faire le contraire et avoir des projets qui se montent, et derrière une vie associative aussi qui va peut-être se nourrir de cette présence, de cet accompagnement, parce que c'est pas parce qu'on est âgé ou en situation de handicap qu'on ne fait rien. Et c'est justement l'un des intérêts de ces habitats inclusifs, c'est de pouvoir les remettre dans la vie dans la cité et en proximité des commerces. Et on voit qu'il se crée beaucoup de choses intéressantes autour de ces nouvelles formes d'habitat. Et je vais laisser la parole aux autres. Monsieur Verdier, Geoffroy, donc effectivement. Merci pour ce rendu d'études extrêmement intéressant. Moi, j'ai noté en fait dans les premiers indicateurs que vous avez, dans les premiers indicateurs là, de votre définition de l'habitat inclusif, le jeu d'acteurs en dehors des organisations médico-sociales. Et en fait, c'est exactement la définition du labo de l'habitat inclusif qu'on a souhaité créer aux Écosolis. Donc, les Écosolis, c'est une association qui a pour ambition de fédérer les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la Loire-Atlantique, et du coup, qui s'intéresse à des sujets d'activité ou de filières qui lui paraissent être des activités à développer, à soutenir, à promouvoir, notamment pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et l'habitat inclusif a été repéré comme tel. Et du coup, voilà, l'ambition du labo Habitat Inclusif, ça a été non pas de réinventer ce que les acteurs avaient déjà fait, ce que le territoire avait déjà fait, mais en tout cas de mettre autour de la table tous les acteurs de l'habitat inclusif, donc les territoires, les institutions comme le département évidemment,
Et puis évidemment tous les acteurs qui ont porté un certain nombre d'initiatives. Et C'est donc, une création récente. oui, on a créé ça donc au début du confinement. On a travaillé en chambre ou en visio sur voilà, un diagnostic partagé avec les acteurs. Et puis assez vite, l'idée, ça a été de se dire de quoi ont besoin les acteurs. Donc il y avait 3 sujets, la communication, le lobbying et l'accompagnement des porteurs de projets. Du coup, une fois qu'on a développé décidé d'un plan d'action, on l'a mis en œuvre. Et donc, pas plus tard qu'au début du mois de février, on a organisé un événement qui s'appelait Demain mode d'emploi ou Booster son habitat inclusif, donc qui invitait un certain nombre de porteurs de projets à participer, à passer au crible en fait leurs projets. Enfin voilà. Et donc, du coup, on a vu le succès de cet événement, par les porteurs de projets qui y sont venus, mais on avait aussi fait en sorte qu'il y ait des conférences plus grand public, plus ouvertes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes qui sont venues sans être entre guillemets porteurs de projets, en fait, quand on a commencé à discuter les uns avec les autres, on s'est aperçu que c'était votre titre, hein, l'habitat inclusif, c'est l'affaire de tous, mais que tout le monde avait, de près ou de loin, un projet, ou en tout cas était partie prenante d'un projet. Donc voilà, enfin, on a mis en mouvement un certain nombre d'acteurs, certains qui se connaissent, hein, parmi un certain nombre d'entre vous qui vont intervenir, ou qui sont, enfin voilà, on se connaît bien. Mais il y a aussi des maires, des élus sur des territoires, des familles, des associations qu'on connaît moins. Et en tout cas, ça a permis évidemment de connaître de nouvelles personnes. Même le département qui connaît quasiment tous les projets d'habitat inclusif du territoire a découvert à cette occasion d'autres. Voilà. Et pour confirmer l'étude qui nous a été proposée, eh bien, effectivement, on avait des porteurs de projets du rural, même qui ont été primés, parce que dans cet événement, enfin voilà, il y avait des votes, etc. Voilà, donc c'était pas le Grand Auvernais parce qu'ils n'étaient pas candidats, mais en tout cas, on avait au nord du département à Plessé un projet d'habitat inclusif qui a été primé. On avait des porteurs de projets de la côte, comme ça a été évoqué, à Guérande, enfin, etc., etc. Donc voilà, enfin, je trouve que enfin, ce que vous nous avez présenté est tout à fait cohérent par rapport à la question qui était posée, c'est effectivement un certain nombre de sujets. Enfin, alors on l'avait pas appelé comme ça, indicateur. Voilà, on l'avait sans doute fait sans le savoir, mais en tout cas, c'est évidemment que la plupart des critères que vous avez évoqués, c'est des questions qu'on se pose quand on est porteur de projet pour se dire est-ce que c'est pertinent d'aller développer un habitat, voilà, au-delà des questions de foncier qui sont ensuite une manière peut-être de pondérer les projets qu'on aurait envie de mettre tous au même endroit. Après, il y a effectivement le fait d'avoir des opportunités. À ce stade, est-ce que vous avez identifié une typologie de porteurs de projets? Non, enfin peut-être que, enfin moi je trouve que ce qui est bien dans l'habitat inclusif, c'est de voir ce jeu d'acteurs à la nantaise ou en tout cas à la ligérienne. Et en fait, on voit bien que voilà, la plupart des projets, c'est vraiment des coopérations entre eux. Et la plupart des projets qui fonctionnent, qui vont aboutir, c'est des coopérations entre des citoyens, des collectifs ancrés sur le territoire, des communes ou des élus ou des territoires, des acteurs entre guillemets médico-social, enfin, ou des acteurs peut-être un peu plus structurés. Voilà, et il y a souvent vraiment, enfin, il y a forcément des projets qui sont arrivés seuls. Alors c'était aussi un des objectifs de notre événement, c'est que on a beaucoup de porteurs de projets qui sont arrivés à plusieurs ou tout seuls. Et en fait, la dynamique de cet événement fait que la plupart sont repartis, alors au moins avec des idées, des modifications un peu dans leur projet, mais aussi des partenaires futurs et qui se sont dit finalement voilà, enfin, ça va être beaucoup trop compliqué de le faire tout seul ou que
que entre nous, enfin entre familles ou entre collectifs ou entre acteurs, enfin là, et du coup, on a à gagner à travailler avec des gens différents, chacun apportant des compétences dans le projet. D'accord, vous permettez une mise en réseau et une mise en dynamique en fait de collectifs d'acteurs pour réaliser. Madame Vigoureau, je me tourne vers vous, recueillir vos réactions par rapport aux présentations des étudiants et puis voir comment également vous intervenez dans ce collectif. Bien, je vous remercie déjà pour ce travail parce que effectivement ça vient un peu se confronter à nos problématiques quotidiennes et ça rentre vite en résonance avec d'autres cartes. Alors effectivement, moi je représente Atlantique Habitation, mais je peux aussi parler pour d'autres bailleurs qui rencontrent les mêmes problématiques. Mon terrain de jeu, c'est la Loire-Atlantique, donc ça tombe bien, la carte telle qu'elle est présentée, c'est exactement le type de carte avec lequel je peux travailler le reste du temps. On retrouve un certain nombre de pôles de développement qui avaient été identifiés par le département. On retrouve un certain nombre de zonages qui sont assez compatibles avec les zonages du logement sociaux. Voilà, c'est assez cohérent finalement. Elle serait intéressante aussi à mettre en rapport avec des cartes qui mettent en valeur la capacité de financement du logement social par secteur, parce qu'on est sur des capacités de développement assez différenciées d'un secteur à l'autre. Donc ça pourrait aussi donner un indicateur des leviers ou de l'absence de levier possible sur certains territoires. Ce serait intéressant, ça pourrait compléter la réflexion. Et puis la carte facteur humain, facteur humain et politique peut-être aussi, qui elle, effectivement, je vous mets au défi d'essayer de trouver un indicateur rationnel sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est une approche macro qui est intéressante et puis que nous, on va aussi travailler au quotidien pour zoomer, c'est-à-dire que quand on travaille sur un public senior, on sait que une personne, quand elle est en perte d'autonomie, son rayon de vie, ça va être 300 mètres autour de son domicile. Donc effectivement, ce travail de cartographie que vous avez fait à l'échelle du département, nous, on se retrouve parfois à le faire à l'échelle urbaine beaucoup plus proche. Ce travail de recensement, on va aussi le moduler en fonction de la cible de personnes qu'on cherche à héberger. Donc effectivement, peut-être que sur certains publics, on sera moins attentif à la question des loisirs et des sports, mais peut-être à tort. Et peut-être que sur d'autres publics, voilà, ça aussi, on va moduler, on fait un peu du sur-mesure à chaque fois. Voilà, donc ça, effectivement, je pense que c'est une très très bonne entrée en matière. Pour Atlantique Habitation, je disais, on est présent sur 120 communes du département. On a aussi cette entrée territoriale assez diversifiée, parce que c'est vrai que le tissu local associatif dépend aussi du territoire. Donc on va avoir effectivement une explication sur des projets nombreux sur la métropole nantaise, un peu sur le littoral et peut-être un peu moins sur d'autres territoires. Chez Atlantique Habitation, on a un patrimoine donc, qui se répartit sur ce territoire-là de 13 000 logements. Sur ces 13 000 logements, on en a 2 000 qui sont dédiés à des publics spécifiques. Donc quand je dis public spécifique, on parle d'EHPAD, on parle de résidence autonomie, on parle de foyer pour personnes atteintes de handicap, on parle de résidence pour jeunes actifs, foyer de jeunes travailleurs. Voilà, donc c'est beaucoup plus large que la question de l'habitat inclusif qui nous occupe aujourd'hui. Néanmoins, je parle de ça parce que, effectivement, la définition que vous avez donnée en début de séance sur l'habitat inclusif est relativement récente. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché, nous, de nous pencher quand même depuis de nombreuses années sur la question de l'hébergement de ces populations-là. Alors, c'est une question qu'on se pose aussi avant la séance. Comment est-ce que vous appeliez ça avant ? On ne l'appelait pas, en fait. On faisait des logements pour des personnes avec des besoins spécifiques et puis on n'avait pas forcément tout ce monde-là autour. On n'avait pas cette dynamique autour, c'est-à-dire que les porteurs de projets étaient moins nombreux, il y avait beaucoup moins de fluidité dans les liens avec les éventuels besoins. Et puis, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui. Donc, le dispositif d'habitat inclusif permet
de mettre en commun des allocations. Enfin voilà, il y a toute une ingénierie financière derrière qui est quand même très facilitante. On a des subventions qui commencent à nous accompagner sur des salles communes qui n'étaient pas existantes avant, donc sur lesquelles on devait trouver d'autres solutions. Mais c'est vrai que on a des logements pour personnes âgées, par exemple, avec la Fondation C'est ma vie, qui auraient tout à fait pu rentrer dans le dispositif Habitat inclusif, mais qui sont sortis avant l'apparition de ce dispositif et qui essaient de récupérer un peu le train en cours de marche aujourd'hui et qui se trouvent sur des secteurs comme Pornic. On a des logements seniors à Nozay, on a des logements seniors sur la Limousinière, on en sort à Remouillé. Donc c'est vrai que cette question du territoire et des besoins du territoire, au quotidien, les élus, ils en sont parfaitement conscients. Ils ont des ESAT aussi qui maillent l'intégralité du territoire et ils sont tout à fait conscients du besoin d'aller loger aussi tous les travailleurs des ESAT notamment, mais pas que. Donc voilà pour l'instant. Oui, peut-être pourrez-nous vous présenter quelques réalisations effectivement d'habitat inclusif. Mais en amont, le questionnement pourrait être donc effectivement une appétence plus importante pour ce type de projet d'habitat inclusif avec des espaces partagés, ce qui pose donc la question du financement, bien sûr, hein, des espaces communs, c'est toujours un peu le problème. Mais comment est-ce que également donc ces habitats ne sont pas uniquement du logement, mais participent aussi à l'animation d'une collectivité, de la vie sociale. Donc il y a des financements qui permettent donc d'accompagner un projet social, mais est-ce que vous voyez des freins donc particuliers à ce développement d'habitat inclusif? On sent bien qu'il y a aussi une appétence de porteurs de projets, hein, de plus en plus nombreux, qui veulent aussi vivre leur vieillesse et leur handicap différemment, avec plus d'insertion dans la vie de tous au quotidien, des interactions sociales. Comment est-ce qu'on peut être encore plus présent sur le territoire? Je m'adresse à l'ensemble des acteurs. Oui, parce que vous aviez posé plein de questions et la première c'était des références, donc c'est vrai que j'avais pris un peu pour moi en premier. Des références, effectivement, il y en a un certain nombre. Celles qui rentrent vraiment dans le cadre du dispositif Habitat inclusif tel qu'il a été lancé il y a même pas 10 ans aujourd'hui par le département, et finalement il n'y en a pas tant que ça, parce que les temps de projet sont longs, entre le moment où on décide de faire un projet, qu'on réunit le tour de table des différents partenaires, qu'on se lance dans le montage de l'opération, qu'on passe le chantier. Entre-temps, il y a eu une crise sanitaire qui est venue mettre un peu le bazar sur certains de nos plannings d'opération aussi. Finalement, il n'y en a pas tant que ça qui aujourd'hui sont livrés sous ce schéma-là. On a parlé il y a peu de temps, un peu dans la presse, d'un projet que nous, on a porté à Saint-Herblain avec l'AFM et la DMR pour un public atteint de myopathie. Donc là, effectivement, ça a été le premier projet que moi j'ai vu passer avec le cahier des charges Habitat inclusif qui venait se cumuler à notre dossier de financement logement social classique. Et là, effectivement, on a travaillé main dans la main avec des échanges sur plan. Enfin voilà, tout ça, c'est un peu plus sur mesure à chaque fois. On a des projets qui sont en cours de gestation. On a un projet avec Apicop-sur-Loire. On a un projet avec Sésame Autisme, donc lié à la présence de l'ESAT à la montagne. On a tous les logements, domicile accompagné, c'est ma vie dont je parlais tout à l'heure, qui essaient de se raccrocher au dispositif. Voilà, donc des porteurs de projets, effectivement, on est souvent rentrés, nous, en tant que bailleurs, par des porteurs de projets un peu plus institutionnels que des groupes qui se constituent de façon un peu autonome. Et on est en train de voir arriver justement ces groupes avec des questions de mise au réseau qui sont en train de se prendre en ampleur sur des projets plus spécifiques. Après, nous, on aurait envie de répondre oui à tout le monde. Effectivement, compliqué, parce que pour chaque demande, il faut un projet, il faut un foncier. La force d'un bailleur social, c'est aussi d'inclure cet habitat inclusif dans une opération un peu plus large avec du logement familial, du logement intergénérationnel. Voilà, c'est aussi, quand on travaille sur des zones un peu tendues, une question de densification des fonciers, enfin de pression économique sur certains terrains. Voilà, quand on a de la place
faire 50 logements, on ne peut pas s'arrêter à 10 en disant notre projet c'est 10, il va falloir trouver des solutions pour faire vivre ensemble tout ça. Donc c'est vrai que ça nous amène à travailler sur des interfaces, sur de la mixité, et puis à intégrer les porteurs de projets sur des projets qui les dépassent parfois un peu. La question de la demande de base d'un projet d'habitat inclusif est d'imaginer comment ça peut s'organiser avec le reste des habitants, le reste interface avec la ville. Et c'est là où, en fait, nous, notre rôle de bailleur, il va être effectivement cantonné au lancement de l'opération. Et puis après, c'est des relations assez techniques. Ce qui va faire vivre le projet d'habitat inclusif dans la longueur, c'est le projet social du porteur de projet, la façon dont ça va être géré au quotidien avec les habitants, avec ce dont vous parliez tout à l'heure, la façon de faire rayonner dans la ville ce projet-là. Peut-être, enfin pour compléter, je sais pas, mais pour dire que effectivement, pour démarrer un projet d'habitat inclusif, à un moment donné, il faut quand même du foncier. Donc ça, c'est quand même le premier frein. Et comme finalement pour le logement social, enfin comme pour le logement en général, il y a un lien entre le coût de départ du foncier et l'arrivée du logement. Qui plus est, quand on est... donc là, il y a les espaces communs à financer. Souvent, on a des habitats adaptés, enfin en tout cas des habitats accessibles. Ça devrait être... c'est plus ou moins la loi. Maintenant, c'est plus 100%, mais en tout cas, là, on est typiquement sur des habitats accessibles et donc adaptés aux personnes qu'on va accueillir. Voilà, et du coup, alors il y a un peu un paradoxe, c'est que finalement, ceux qui savent faire ça, c'est quand même les bailleurs, très clairement. Sauf que les bailleurs, ils ont aussi entre guillemets, leurs contraintes, leur fonctionnement, leur histoire. Et quelquefois, l'habitat inclusif, il vient un peu... les porteurs de projets peuvent se heurter ou bousculer un petit peu la logique du bailleur social, parce que l'idée de l'habitat inclusif, c'est pas forcément de faire un projet juste qui soit accessible aux personnes éligibles au logement social. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas éligibles au logement social et pour autant qui n'ont pas des moyens. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on vient bousculer ça, puis après on peut rajouter donc je ne l'ai pas dit, mais je dirige une association ADT 44 qui parle d'aide à domicile, qui par le biais de ses auxiliaires de vie a des auxiliaires de vie qui animent ou qui contribuent, participent à la vie sociale et partagée de certains habitats inclusifs existants. Et puis on est aussi partie prenante vous avez parlé d'Apicop, on est dans Apicop ou on est dans Acopa. Et du coup, dans ces projets, une fois qu'on a trouvé donc le foncier, etc., il va falloir obtenir des permis de construire. Et en fait, il n'y a pas de case aujourd'hui habitat inclusif. Il va falloir obtenir des autorisations. Bref. Voilà. Donc on vient un petit peu bousculer tout ça. Et donc évidemment, la tendance, serait à on pourrait penser que du coup, il faut forcément des structures bien implantées, qui ont l'expérience pour faire ça. Donc soit des bailleurs, soit des structures du médico-social. Et en même temps, tout l'intérêt de l'habitat inclusif, c'est justement de faire cohabiter, de faire coopérer des acteurs complètement différents, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, chaque projet en fait défriche ses sujets et chacun essuie un peu les plâtres de toutes ces difficultés. Voilà, évidemment, il y a des projets qui démarrent et qui ouvrent parce que voilà, tout le monde aujourd'hui voit bien l'intérêt de l'habitat inclusif et donc heureusement sur certains territoires, des élus, des institutions, des acteurs se plient un peu en quatre là, pour faire rentrer les ronds dans les carrés, ou en tout cas faire en sorte que toutes les difficultés que j'ai énoncées puissent être dépassées. Madame Acarion, je vous en prie. Je vais peut-être finir. Vous aviez des questions sur les notions d'inclusion, d'exclusion, de qu'est-ce qu'il y a en mieux, de qu'est-ce qu'il y a en moins.
il y a deux volets en fait. Il y a le côté handicap et le côté personnes âgées qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. En fait, si on... Alors, je vais commencer par le côté personnes âgées que je connais moins, où on est plutôt... On discute toujours sur le nom, on se dit que c'est pas tellement un habitat inclusif qu'un habitat partagé. On est plutôt sur des personnes qui sont en perte d'autonomie et qui n'ont pas forcément envie d'aller vivre ensemble avec d'autres, mais d'avoir un environnement sécurisant, avoir peut-être des activités qui vont permettre de lutter contre l'isolement ou d'éviter de se retrouver seuls, mais ils n'ont pas forcément un souhait de vivre ensemble tout le temps. Et, la salle commune, les activités, l'AVP, on va être sur des... Donc l'AVP, c'est soit l'aide à la vie partagée, voire le métier animatrice de vie partagée. On va être sur des montants plus faibles parce qu'on est, voilà, on est moins sur une vie commune. Si on part côté personnes en situation de handicap, la base du besoin, là on va reprendre la casquette médico-sociale, c'est qu'à la base, notamment pour les jeunes, en fait on a une pénurie aujourd'hui très forte d'institutions, de structures. On peut le voir comme quelque chose de terrible ou comme la chance qui permet aussi de sortir de ce modèle de l'institution, de la structure et d'oser justement aller vers le milieu ordinaire, aller vers le collectif en mettant en place un cadre sécurisant. Et donc là, on est plus sur une recherche de gain d'autonomie, d'avoir quand même un peu peur de quitter papa, maman, quitter la structure, c'est compliqué. Donc on a besoin d'un environnement qui va être très sécurisant. Mais voilà, qui va permettre de monter en autonomie, qui va permettre d'être avec, quelque part, créer un relationnel, mais pas que. On a aussi un peu envie de choisir avec qui on vit. On est aussi sur des personnes qui vont avoir connu l'école inclusive issue de la loi de 2005 et qui veulent avoir un domicile à eux, qui veulent continuer. En fait, voilà ce à quoi ils ont goûté. On est sorti d'une certaine forme de toute institutionnalisation. Donc, quel est le chemin vers lequel on va? Et du coup, vous avez parlé de vivre ensemble, d'interface, de mixité. Donc l'intérêt, c'est que via l'AVP, via l'animation, via cette salle où on se retrouve, où on peut sortir, ça peut être la création d'un lieu de vie et de contact en fait, et peut-être de créer en fait de l'animation et du vivre ensemble sur la commune autour, et qui est peut-être plus facile dans des communes plus petites qu'à l'échelle de la métropole. Mais il va falloir aussi faire assez attention que ça ne soit pas une nouvelle forme, une institutionnalisation déguisée, qu'on recrée des mini-structures médico-sociales parce qu'on ne peut pas faire comme ce qu'on faisait avant. Éviter que cette salle commune soit un nouveau lieu d'enfermement où on vit ensemble entre personnes en situation de handicap sans se mêler aux autres. Voilà, il va vraiment falloir faire attention à avoir un aller vers et un sortir d'eux, et comment on crée la vie, et puis comment on... cette notion aussi de parcours. Est-ce que c'est un appartement où on va vivre, où on va rester toute sa vie, avec du coup peut-être un groupe de personnes qui va vivre avec nous et avoir peut-être un logement vieillissant au fur et à mesure du temps, donc avec ce que ça peut impliquer, ou si on se dispute, ou s'il y a des couples qui arrivent. Voilà, il va y avoir toute cette notion de vie ensemble pour les jeunes qui vont vieillir. Ou à contrario, voilà, est-ce que c'est un tremplin, une notion de parcours pour pouvoir aller prendre une autonomie complète avec... il va y avoir toutes ces choses-là à travailler, et comment, quand on a un collectif de famille au début avec des jeunes ou des moins jeunes qui se connaissent et qui choisissent de vivre ensemble, et puis qu'il y a des départs, et que du coup il faut compenser parce que pour faire vivre cette AVP et tout ce dispositif, il faut un nombre minimum de personnes dans le logement, dans les logements, surtout si c'est une colocation, parce qu'il y a différents modèles. Donc voilà, il va y avoir énormément de choses, mais qui vont se travailler au fur et à mesure que les problèmes vont arriver, en fait, et qu'on soit attentif et vigilant pour que ça vit et que ça soit pas quelque chose de figé. Très bien, je vous remercie. Je vois qu'effectivement, la route est encore longue pour répondre à l'ensemble des préoccupations sociales, mais c'est d'autant plus motivant et intéressant. En tout cas, moi, je retiens les termes de partenariat, de collaboratif, et comment est-ce qu'on s'inscrit non plus dans une standardisation, mais quelque chose qui est vraiment du sur-mesure et évolutif aussi par rapport au parcours de vie. Merci Maryse. Moi, je me permets juste de me faire l'écho du travail des étudiants et de leur intention pendant ce diagnostic, parce que c'est un élément qui a fait débat entre eux et nous encadrants en particulier. Leur intention initiale, c'était quand même de se dire l'habitat inclusif, c'est une chose,
on pense voir ce à quoi ça peut correspondre. On a parlé des différentes formes d'habitat qui pouvaient préexister. Alors, l'habitat intergénérationnel, l'habitat intermédiaire, l'habitat coopératif, l'habitat alternatif, c'est tout un vocabulaire qui entoure un petit peu ces nouvelles formes d'habitat. L'habitat inclusif étant celui qui est institutionnalisé, formalisé et qui bénéficie de dispositifs. Mais ce que les étudiants me disaient à l'instant, c'est notamment qu'au-delà du dispositif technique, ce qui est important, ou en tout cas ce qui était essentiel pour eux, c'est de pouvoir se déplacer pour aller interroger et discuter avec les habitants, ceux qui font le vivre ensemble, ceux qui vivent ensemble dans ces formes d'habitat, qui partagent ces espaces, mais aussi ce sont eux qui sont amenés à sortir du logement, parce que justement on parle d'habitat et non pas de logement, et donc leur intention, elle était vraiment là, c'est-à-dire aller rencontrer les habitants, appréhender le lieu de vie, les espaces partagés, mais aussi voir dans quelle mesure ils sont en capacité ou les services autour de leur domicile leur permettre d'être mobiles. Donc c'est à la fois le logement, le domicile certes, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement à la vie quotidienne pour ceux qui en ont besoin, qui le souhaitent, selon leurs propres aspirations, respecter les choix aussi de chacun. Et puis c'est aussi cette capacité à se déplacer, à rejoindre notamment les lieux auxquels ils aspirent. À l'inverse, c'est aussi, et ça on l'avait en partie évoqué, être en mesure d'accueillir chez soi aussi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'aller vers, etc., mais il s'agit aussi, à travers cette question d'habitat inclusif, de questionner le fait de pouvoir accueillir chez soi ses proches, sa famille, ses amis, etc. Et en fait, l'interaction, elle s'opère dans les deux sens et elle pose véritablement la place des habitants, la place de la participation habitante autour de ces projets-là. Donc ça, c'est un volet qui me semble important d'associer à la réflexion qui est posée là ce soir et que les étudiants avaient défendu avec ferveur. Mais au regard de tout ce qui était en cours et de tous les projets d'études qui se déroulaient au moment de leur diagnostic, finalement, ils n'ont pas pu le mener à bien, mais c'était vraiment leur intention. Et je pense qu'il faut leur rendre cette intention d'être au plus près de ceux qui vivent, de ceux qui font et de ceux qui pratiquent les territoires. Et puis le deuxième élément qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est tout ce qui relève de la transformation des métiers qui s'opère autour de l'habitat inclusif. Et autour de cette transformation des métiers, cette transformation des organisations, il me semble là aussi qu'on peut s'interroger sur les nouveaux métiers qui permettent l'animation entre le quartier, le territoire. Vous parliez d'auxiliaires de vie sociale, mais on a aussi des managers de quartier. Enfin, on a toute une terminologie qui apparaît là avec de nouveaux métiers qui font le lien entre cette forme d'habitat et puis l'extérieur. Donc, voilà, c'est aussi pour se dire qu'il y a ces enjeux, ces défis, ces perspectives qui étaient évoquées par les étudiants et qui méritent là aussi d'être à nouveau, je crois, soulignés. Et vous avez notamment commencé à le faire. Merci. Merci Béatrice pour effectivement cette précision. Je vois que l'heure tourne et à moins qu'il y ait une question brûlante qui ne se pose à la direction de l'un des intervenants ici présents, je propose que nous accueillions maintenant le projet de Grand Auvernais avec l'association La Maison Villeneuve qu'ils viennent nous rejoindre la table ronde. Alors avec cette disposition un peu particulière que voilà, rien n'est amovible. Mais si vous voulez bien prendre place au premier rang pour laisser aussi plus de place au débat et puis aux questions nombreuses qui ne manqueront pas d'être posées à l'issue de cette présentation. Enfin, merci. Donc nous accueillons Madame Priscille Basse, qui est présidente de l'association de la Maison Villeneuve, créée en 2018, une association loi 1901. Enfin, à ses côtés, donc, nous avons Monsieur le maire de Grand Auvernais, Sébastien Croissard, et puis à ses côtés, Monsieur Mingam du groupe Vive 3, qui sera donc le gestionnaire donc du futur projet qui est en cours de réalisation. Enfin, alors sur le site de l'association de la Maison Villeneuve, vous avez une vidéo très complète qui
présente le projet. Nous avons quelques visuels qui vous seront également présentés. Mais pour nous, en premier lieu, c'est important, Madame Basse, que vous nous rappeliez, reprécisiez donc la genèse du projet et comment tout ceci se met en place. Voilà. Nous sommes des parents qui avons des jeunes en situation de handicap. Pour mon fils, par exemple, il a 27 ans et il n'y avait pas de solution d'accueil. Du coup, on s'est réunis en association, les parents, et du coup, on a créé l'association La Maison Villeneuve. Et notre but, en fait, était de leur créer leur maison, en fait, de prolonger l'espace familial, de recréer un petit peu le climat qu'il y avait à la maison, et tout en sortant, en fait, de tout ce qui était médico-social, institution, et en fait, de rassembler tous les droits qu'ils avaient, de les mettre ensemble. Et du coup, on a profité de l'appel à projet qui était lancé conjointement par le département et l'ARS sur l'habitat inclusif. Du coup, on a écrit le projet, on l'a présenté, et en fait, on ne rentrait pas du tout dans les cases parce qu'on voulait développer cette maison-là en milieu rural. Et du coup, notre combat a commencé là. On a cherché notre premier partenaire, c'était dans la commune de Grand-Auvernay, donc on est allé voir Monsieur Grossoir. Et après, on a cherché, je raconterai après, Sébastien va vous dire la suite, puisque on est allé le voir pour que notre projet puisse construire. Bonjour à tous ou bonsoir. Merci pour cette invitation. Je pense que c'est important de pouvoir décliner un petit peu les expériences dans ce domaine. Donc, en effet, en octobre 2018, j'avais reçu à la mairie la présidente Priscille et son acolyte, je vais dire, Béatrice, qui m'ont présenté un projet qui était un peu ficelé dans leur tête, mais qui répondait, tu l'as dit tout à l'heure, pas du tout aux critères notamment inclusifs, puisqu'ils avaient déjà défini l'habitat. C'était à 4 km du bourg, en pleine campagne, vraiment dans un tout petit hameau. Donc, je leur ai demandé de me laisser un peu de temps de réflexion et de partage avec l'ensemble de l'équipe municipale. Et donc, on leur a proposé la cession d'un terrain à l'euro symbolique qui est vraiment dans le cœur du bourg, à proximité des commerces, à proximité des salles. Alors, pour resituer, le Grand-Auvernay, c'est une commune de 800 habitants dans le grand nord de la Loire-Atlantique, au sud de Châteaubriand. On est quand même au sud de quelque chose. C'est vrai on connaît tous des familles avec des gens qui sont porteurs de handicap et leur combat continuel. Moi, je suis assez sensible au milieu du handicap puisque mon épouse travaille dans ce milieu-là. Et on sait tous qu'il manque cruellement de structures. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout l'habitat inclusif avant de rencontrer Priscille et Béatrice. Et c'est vrai que ça m'a semblé vraiment collé. Alors, je ne veux pas opposer le monde urbain et le monde rural, ce n'est pas le débat de ce soir, loin de là. Mais il m'a semblé que ça collait vraiment au milieu rural, le côté inclusif. Je suis ravi de l'avoir entendu dans votre étude, d'ailleurs. Je pense que j'allais dire structure, mais ces habitats partagés ont vraiment tout leur sens dans les milieux ruraux ou dans les petites communes comme les nôtres, où tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude de travailler ensemble, on a un tissu associatif très riche. Pour une commune de 800 habitants, on a un peu plus d'une vingtaine d'associations différentes, sportives, culturelles.
Et donc, c'est vrai que je pense que le côté convivial correspond tout à fait à l'habitat inclusif. Donc, je vais te laisser. Voilà. Et pour nos enfants qui ont un profil d'autiste, vivre en ville est quelque chose de très pénible parce qu'ils sont hypersensoriels, hyposensoriels. Du coup, le moindre bruit peut les angoisser, les effrayer. Rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas, ça peut les effrayer. Donc, développer un habitat inclusif en ville, c'était pas du tout possible. Et du coup, en fait, fallait recréer un projet. En fait, en rentrant dans les cases du cahier des charges de la loi Elan. Et du coup, on a rencontré différents partenaires. Le premier, en fait, le groupe Vive, qu'on a contacté, a tout de suite adhéré au projet et nous a aidés dans la construction. Alors, adhérer au projet par rapport à l'indicateur qui a été présenté, par rapport au cahier des charges de la loi Elan, ça n'a pas été si évident que ça pour de se positionner en tant que porteur et d'accompagner cette association de familles et ce collectif d'habitants à travers un projet d'habitat inclusif. On a fait une cartographie des ressources du territoire sur la question de la mobilité, de l'accès aux équipements, aux services. Et il y avait un déficit de structures, d'équipements, mais on a fait aussi le listing des atouts de ce projet-là. On avait des personnes qui étaient déjà sur ce territoire-là, qui étaient déjà identifiées, qui avaient déjà leurs habitudes, pour lesquelles c'était leur choix de vivre ici. On a ensuite cherché à savoir comment on pouvait compenser aussi les déficits. On pense à la mobilité. Ce qui a été présenté, c'était la question des transports en commun, des réseaux de taxis, en questionnant, en challengeant un peu les associations de proximité. On a vu la question des transports solidaires, des grosses dynamiques de bénévolat, et ça a été aussi un des atouts autour de ce projet-là. On a aussi pris en compte les spécificités des personnes. Madame Basse disait que par rapport aux spécificités cognitives et sensorielles, ces personnes, ces futurs habitants en ville, n'auraient pas spontanément pris les transports en commun et auraient pu risquer d'être isolés parce que juste aller dans un hypermarché, elles ne l'auraient pas fait parce que ça aurait été trop d'anxiété. Donc on a cherché à compenser en fait et à trouver des alternatives pour répondre aux besoins de l'accès aux soins, d'aller faire ses courses, et ça a été majoritairement répondu à travers toutes les dynamiques partenariales qui ont été engagées par la municipalité, par l'association de familles. Pouvez-vous nous décrire le projet? C'est une dizaine de logements autour d'espaces communs et également un tiers-lieu. Il y a effectivement à l'écran des visuels qui sont issus de votre vidéo que nous sommes permis de représenter. Oui. Alors, il y a 10 logements collectifs avec une chambre et un salon avec kitchenette et une salle de bain. Et il y a l'espace collectif du coup, dans lequel il y a une cuisine, voilà, il y a un salon, un bureau pour les intervenants et puis une salle balnéo. Et en fait, le but, c'est qu'ils vivent des choses ensemble, qu'ils partagent, par exemple, certains repas dans cet espace collectif. Et le tiers-lieu, en fait, on l'a développé. En fait, dans l'habitat inclusif, il faut qu'il y ait une mixité. En ville, il y a des immeubles et du coup, il y a des personnes du droit commun ou des personnes en situation de handicap. Et en fait, dans à Grand Auvernais, on ne peut pas construire d'immeubles. Du coup, il fallait penser la mixité, pas à l'horizontale, en fait, mais à la verticale, voilà.
Et donc, on l'a développé à travers le tiers-lieu, le jardin partagé et sensoriel. Et du coup, pour que ça puisse se faire, on a mobilisé des fondations, donc beaucoup de fondations, d'associations, qui en fait ont adhéré au projet déjà du fait que la commune se mobilise pour développer justement un habitat inclusif en milieu rural avec tout ce qui en découle, la dynamique que ça peut créer. Et pour nos enfants, ça leur permet d'être acteurs de leur vie et ça leur donne aussi, ils rencontrent des gens et puis ils créent des activités à travers ce tiers-lieu. Du coup, ça les rend acteurs de leur vie et ça les permet de s'épanouir et d'avoir une dignité parce que quand ils font des petites choses, des petits des petits travaux, voilà, ils sont fiers. Et tout ça, ce tiers-lieu va vraiment leur donner, leur apporter beaucoup de choses. Où en êtes-vous dans le projet? Je crois que le tiers-lieu est ouvert. Oui, alors le tiers-lieu, on a commencé les travaux l'année dernière. Alors normalement, on construit d'abord la maison. Là, ça se fait un peu différemment, ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup, les arbres, ils vont pousser. Et quand l'habitat sera là, la dynamique autour de ce tiers-lieu, les rencontres, elles seront déjà existantes. Donc ce sera beaucoup plus facile pour eux d'intégrer leur maison. Et puis en fait, ce lieu, ils le construisent eux avec l'ensemble des habitants, l'ensemble des partenaires. Et c'est ça qui est magique, parce que l'inclusion, elle a même lieu avant l'habitat inclusif. Elle se passe, en fait, ils construisent, voilà, ils sont vraiment associés au projet et ils sont déjà inclus dans le village, alors qu'ils n'y habitent pas tous. En fait, il y en a qu'un qui y habite, c'est mon fils. Mais les autres, voilà, ils sont déjà connus, il y a déjà du lien. Et du coup, voilà, on a fait l'inauguration le 1er octobre. On a planté un chêne pour symboliser la chose. Et puis, voilà, on va planter les arbres et puis l'aménager en jardin sensoriel et en jardin potager partagé. Et là, Jérémy Mangam nous a donné une bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à l'habitat. Oui, là, il y a eu des problématiques de financement, parce que même l'espace partagé, il est un petit peu hors norme par rapport aux autres projets qu'on peut accompagner. Mais l'association La Maison Villeneuve a sollicité un nombre incroyable de fondations pour obtenir des subventions supplémentaires. Et là, le bailleur social nous annonçait qu'il lançait les appels d'offres pour pouvoir démarrer le chantier en lien avec les logements. Et je voulais juste rajouter, pour l'espace collectif, quand on avait présenté le projet au début, il n'y avait pas, en fait, le promoteur social ne finançait pas du tout en 2018 ou début 2019, il n'y avait pas la possibilité de financer le logement collectif. Et s'il le finançait, ça aurait donné un loyer vraiment énorme, une charge vraiment lourde pour nos jeunes. Et du coup, on a sollicité des fondations, et notamment le CCAH, le Comité de coordination Action Handicap, pour financer ce logement collectif, et afin que, en fait, le promoteur social n'ait qu'à gérer la construction des logements individuels. Et ça fait qu'on arrivait à un loyer raisonnable. Donc ça, c'est un plus. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que ce projet n'aurait pas du tout, ne serait jamais sorti de terre s'il n'y avait pas eu la pulse de la commune. Et en fait, c'est un projet pluripartenarial. Donc, les partenaires, la Comcom, le département, le groupe Vive, Habitat 44, voilà, on a construit ce projet ensemble. Il a évolué, mais en fait, il a évolué, mais on est toujours resté dans l'idée. C'était le prolongement de l'espace familial
avec un encadrement de 24 heures, et puis qu'ils soient vraiment acteurs de leur vie, qu'ils puissent choisir, et tout en respectant leur dignité. Et ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment pu construire l'habitat pour leurs besoins. Et du coup, il y a eu un travail de groupe énorme. Et nos enfants ont vraiment été associés à ce projet. Et il a vraiment été construit pour eux. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie de la présentation de ce projet qui est assez remarquable, avec une ouverture prévue, je crois, à l'automne. Si tout se passe bien. Alors, ça va sans doute être décalé un peu, puisqu'il y a, M. Mingan l'a dit tout à l'heure, il y a eu quelques problématiques de financement, donc on va voir le bout du tunnel, et normalement, allez, en étant optimiste, on va dire au printemps 2024. Automne. Par rapport à ce que on serait plus sur fin 2024, début 2025. Très bien, mais écoutez, J'ai dit merci. que c'était optimiste. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'étude qui a été faite. L'indicateur, il est très important par rapport à tous les équipements. Mais vous l'avez souligné, et je pense qu'il faut le redire, ce qui est important aussi, c'est les équipements, c'est une chose, mais il y a aussi toute la dynamique locale qui est, je pense, aussi importante. On a beau être en campagne, dans des petits bourgs ruraux, il y a quand même une dynamique qui se dégage. Je pense que Madame la vice-présidente, qui est derrière moi, pourrait le souligner, puisqu'elle était présente à l'inauguration du tiers-lieu. Voilà, sur un bourg de 800 habitants, il y avait plus de 200 personnes qui étaient présentes. Il y a eu plusieurs réunions comme ça où il y a eu, on a été les premiers surpris, que ce soit l'association ou la municipalité, de voir l'engouement qu'il y avait autour de ce projet. Et je l'ai entendu aussi tout à l'heure, ça m'a bien plu, c'est quand vous avez dit l'habitat inclusif, c'est l'affaire de tous. Et ben, au Grand Auvernais, même si on n'est pas nombreux, c'est quand même l'affaire de tous. Voilà, une belle conclusion. Enfin, merci beaucoup. Et maintenant, place aux questions nombreuses qui doivent être posées, sans doute. Donc, les intervenants, je les remercie encore pour leur présentation, et puis elles sont à votre disposition pour répondre aux questions. Vous avez des micros? Pour les services de proximité, en fait, on est très très bien servi parce qu'on met 8 minutes pour aller chez le docteur, 15 minutes pour aller à la piscine ou au cinéma. En fait, voilà, on est en milieu rural, mais il y avait le problème de la mobilité, mais qu'en fait, il n'y a pas de problème de mobilité. Il y a une fondation qui donne un véhicule pour l'habitat. Les intervenantes peuvent utiliser leur véhicule. On a le transport solidaire. Il y a la mobilité à la demande voilà, qui se déplace. Donc, il y a plein de solutions. Donc, voilà. Les habitats peuvent se développer totalement en milieu rural. Madame Acarion.
Oui, je voulais rebondir. Il y a un passage qui a été, une expression qui a été très importante, c'est-à-dire que on est sur un projet, en fait, on est sur un habitat qui s'adapte aux besoins de ses habitants. C'est également ce qu'on a vu sur l'habitat à Saint-Herblain pour ces personnes avec myopathie et du coup tout est domotisé et les appartements sont plus grands pour faire circuler pas n'importe quel type de fauteuil. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour le devenir de ces habitats, de mettre des maintenant où l'habitat est extrêmement adapté à la personne qui va dedans. Ça sera essayer de ne pas remettre quelqu'un d'ordinaire, mais quelqu'un d'extraordinaire dedans. Il faudra faire voilà, un peu attention parce qu'on ne peut pas mettre tous ces moyens dans chaque logement, sinon on ne s'en sort pas. Mais c'est important qu'il existe voilà, des logements adaptés à certains besoins. Et c'est vrai que, comme l'a dit Monsieur le maire, ce qui est vraiment aller à cette inauguration de Tiers-Lieu, on est sur un village de 800 habitants. Il y a 200 personnes qui sont là pour tous les habitats inclusifs. C'est des projets de très longue haleine où les familles s'impliquent, où vraiment on y met ses tripes. Et donc à chaque fois que j'ai des invitations pour des premières pierres ou des inaugurations, j'essaye vraiment d'y être et j'en ai enchaîné un certain nombre en mai-juin l'année dernière. Et il y avait toujours 20, 30, 40, 50 personnes. Ça dépend. D'ailleurs, quand il y a des familles à la base, il y avait 50 personnes. Quand c'est plutôt des logements qui ont été captés avec un projet avec pas encore des habitants, là on est 5-10 à la première pierre ou à l'inauguration. Mais quand on arrive à Grand-Auverney, il y a 200 personnes, il y a tout le village qui est là. Et c'est pas pour un handicap entre guillemets facile, c'est pas pour juste une personne en fauteuil roulant ou une myopathie, on l'a vu au Téléthon. On est sur des jeunes qui sont porteurs d'autisme, qui est peut-être aujourd'hui l'un des handicaps qui fait le plus peur. Et là, on a tout le village qui se construit autour de ces jeunes et qui va faire du jardin ensemble. Et c'est vraiment... Voilà. Et je ne sais pas si on aurait trouvé ça en ville. Et c'est vraiment important, ce lien de proximité et cette capacité de trouver un environnement accueillant, que ça soit, et notamment humain. Et c'est là où on voit que le côté politique, avec des élus qui portent et qui vont amener le projet pour qu'ensuite tous les habitants suivent, c'est une donnée qui est vraiment importante à rentrer dans les indicateurs. Juste pour compléter ce que vous dites, un aspect qui est très important dans ce genre de développement, c'est la communication. Évidemment, on a eu beaucoup de questions à la mairie sur l'implication de la mairie dans ce projet, les limites de l'implication. Et on a eu énormément de questions. Et en fait, on y répondait au départ au coup par coup. Et en fait, on a demandé à l'association d'organiser une réunion publique, déjà pour présenter les futurs habitants du Grand Auverney. Et puis pour présenter un peu ce qu'est l'autisme, parce que c'est la différence, ça fait toujours peur, malheureusement, même aujourd'hui. Et pour présenter ce qu'était l'autisme, comment le genre de réaction qu'ont les différents enfants. Et là aussi, on a été surpris parce qu'on avait beaucoup communiqué sur cette réunion, mais il y avait aussi 180 personnes qui étaient présentes le soir dans la salle du Grand Auverney. Donc il y a eu ce soir-là beaucoup d'échanges entre les familles et les habitants du Grand Auverney. Et je pense que c'est depuis ce moment-là où vraiment tout le monde a enclenché le mouvement et dit oui, on suit, quoi. Parce que les questions, c'était qu'est-ce que je dois faire quand je le croise dans la rue? Comment je réagis si il n'y a pas de réaction quand je discute avec lui? Et ça a été vraiment des échanges ou des présentations d'éléments concrets, en fait, avec des exemples de la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui a, je pense, beaucoup parlé au sein de la commune plutôt qu'une présentation de l'autisme un peu plus institutionnelle. J'avais demandé d'ailleurs lors de cette réunion à ce que ce soit les parents qui présentent leurs enfants ou les enfants qui se présentent, mais que ce soit vraiment les parents qui présentent comment ils vivent l'autisme au quotidien. Et juste pour terminer aussi, il y a un mot qui m'a bien plu dans tout ce que vous avez dit, et Madame Macarion l'a repris d'ailleurs. Vous avez parlé d'ordinaire. L'environnement, l'ordinaire, c'était un de vos premiers critères, je crois. Et c'est vrai que je pense que l'ordinaire, c'est vraiment la base de ces projets-là. Je voudrais savoir la durée d'un projet comme celui-là. La durée.
le temps que vous avez pris pour préparer enfin, que ça arrive au bout, quoi, en fait. Alors, il y a eu beaucoup de travail parce qu'on n'est pas professionnel. Donc, il y a eu des nuits blanches et ça a démarré. J'ai écrit le premier projet en mai 2018. Et après, il y a eu le Covid, la crise de l'Ukraine. Donc, voilà. Mais ça a toujours avancé. Et chaque année, il y a eu quelque chose de nouveau. Et donc, là, si le projet sort fin 2024, on peut dire qu'il a quand même avancé très vite. Parce que, par exemple, à Petit-Auvernay, il y a un projet qui a duré 14 ans. Donc, on s'est dit, non, on ne veut pas que ça dure 14 ans. Il y avait une autre intervention? Oui, je voulais savoir comment s'était constitué le groupe. Est-ce que les jeunes se connaissaient avant? Est-ce qu'ils viennent je vais dire, des quatre coins du département, en fait? Quelle est l'aire géographique de rassemblement? Et voilà. Alors, en fait, je travaillais, ma collègue de travail avait sa fille qui est aussi en situation de handicap. Du coup, je suis allée la voir et j'ai dit, il y avait une maison, donc à Grand-Auvernay, qui était isolée, ce dont a parlé Sébastien. Et je dis, pour ta fille, t'as pas de solution non plus. Est-ce que tu veux pas qu'on leur fasse une maison là-dedans et on trouve d'autres parents? Et du coup, c'est parti de là. Elle n'a pas rejoint tout de suite le projet. Et après, il y a eu l'appel du département. Du coup, je suis réallée la voir et j'ai dit, écoute, c'est le moment où c'est jamais. Et du coup, là, on a lancé le truc. Du coup, on était 2. Et après, on a fait un article dans le journal en parlant du projet. Et en fait, toutes les familles, donc on a fait toute une communication par les réseaux sociaux. Et la plupart des familles, en fait, nous ont contactés grâce à Facebook ou par les articles de journaux sur Ouest France. Et oui, toutes les familles viennent de Loire-Atlantique, où on n'en a qu'une qui vient de Haute-Loire, mais qui, en fait, s'est inscrite sur le projet parce qu'elle elle projette de passer sa retraite en Loire-Atlantique. Du coup, elle s'est inscrite sur le projet. Mais il y a 4 familles qui sont dans des villages autour de Grand-Auvernay. Et après, il y a d'autres familles qui sont sur Géneston, Saint-Herblain, La Baule. Donc, voilà. Et on a des familles en liste d'attente. Donc, voilà, qui viennent donc de Loire-Atlantique, mais aussi d'autres départements. Qui en fait envisagent de passer leur retraite vers la mer en fait. Donc, Une autre intervention, oui. Oui, bonsoir, Jean Legovic. Je suis adjoint aux solidarités à la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire. Parmi les projets immobiliers sur la commune, nous avons la volonté d'y inclure un habitat inclusif, de l'habitat inclusif. Si j'ai bien compris, dans les exemples que vous citez, la population d'habitants dans l'habitat inclusif ont plutôt le même genre de handicap. Je voulais savoir si c'était obligatoire en fait, ou est-ce que on pouvait inclure dans un habitat des différents handicaps. Alors à la base, le projet incluait différents handicaps. Il fallait juste qu'ils aient à peu près les mêmes droits, qu'il y ait un équilibre dans la mutualisation des droits. Et nous, c'est des jeunes qui ont besoin de surveillance 24/24, notamment parce que certains font des crises d'épilepsie, ou alors ils peuvent se mettre en danger. Ils sont en partie autonomes, mais par exemple, certains ne peuvent pas traverser la route tout seuls, ou voilà, des petits trucs comme ça. Et du coup, on avait besoin d'une surveillance 24/24. Du coup, on a cherché des jeunes qui avaient le même profil pour qu'il y ait un équilibre après, et que s'il y a, par exemple, il y a un jeune qui a 5 heures de PCH, un autre 7, celui qui a 5 heures de PCH s'y mutualise 3 heures, il lui restera plus que 2 heures de PCH individuel, et il a peut-être besoin d'aide à la toilette, et du coup, c'est important de rassembler des personnes qui ont les mêmes besoins. Ok, et en complément, excusez-moi, est-ce qu'il y a des exemples d'habitats avec multi-handicap?
Oui, juste pour... enfin, l'idée, c'est, enfin, de l'habitat inclusif, c'est d'avoir un projet de vie partagé. Donc rien n'empêche d'avoir des différences de profil. Donc voilà, il y a aucune obligation. Au mois de février, là, sur l'événement, il y avait un collègue de Jérémy qui nous a présenté, fait un petit focus sur l'habitat inclusif et il reprenait, je crois, les termes de Jacques Wolfram là, dans son rapport là, qui disait que l'habitat inclusif, l'idée c'était un peu comme dans une salle à manger. Quand on a parlé de 4 à 12 personnes, quand on met 4 à 12 personnes autour d'une table, bah, l'idée c'est que voilà, elles aient des choses à se raconter, enfin des choses en commun. Mais rien n'empêche la possibilité de l'altérité. Voilà. Après, il y a évidemment des contraintes dans le modèle économique. Là, vous évoquiez si on mutualise la prestation compensatrice du handicap, et bien évidemment, voilà, enfin, il faut qu'il y ait suffisamment d'heures, enfin, pour qu'il y ait des choses à mettre en commun. Voilà, mais ça, c'est des contraintes techniques, mais philosophiquement, on va dire au départ, tout est possible. Et évidemment, il y a des exemples d'habitat inclusif divers en termes de public. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez l'habitat participatif, l'habitat alternatif, voilà, et rien n'empêche de faire de l'intergénérationnel, de faire du participatif dans des projets d'habitat inclusif, bien évidemment. Madame Acarion, oui. Alors, je les ai pas tous en tête, mais il me semble que c'est à Trignac qu'il y a un projet d'habitat où là, justement, il serait sur 8 habitants, 2, avec en fait des types, là, des handicaps assez variés. Donc après, voilà, moi, j'étudie pas les projets, il n'est pas sorti, donc je le connais pas encore très bien, mais après, il faut qu'il y ait c'est tout l'intérêt de structures comme le laboratoire Habitat inclusif des écosystèmes, voilà, pour monter le projet et pour qu'il se tienne et prendre en compte tous les critères. Mais voilà, il existe, il y a des projets où justement on est sur une mixité de handicap et d'approche. Après, voilà, faut voir qu'est-ce qui les lie, comment ça se passe, sachant il y a vraiment différents modèles. Il y a des modèles où on est vraiment sur de la colocation, le vivre ensemble. Il y a des modèles où on est sur du logement diffus avec une salle commune. Et là, du coup, en fait, les besoins et les attentes sont pas du tout les mêmes. Il y a des modèles où on a besoin d'une surveillance et d'un accompagnement H24, et puis d'autres où ça va être très léger, en fait, où on rentre dans la VP juste sur quelques critères de vie collective, notamment côté personnes âgées. Il y a pas autant de projets que de personnes. Il y a quand même une forme d'uniformisation qui se fait sur certains types de projets, mais on reste quand même encore sur du cousu humain. Comme la diversité, notamment des handicaps qu'on trouve dans la vie. Jean-Jacques. Oui, j'ai une question qui est un peu dans le prolongement de la précédente, justement sur la mixité des publics. J'ai pu comprendre au départ qu'il y avait une approche par rapport à l'habitat inclusif qui pouvait toucher soit des porteurs de handicap, soit des personnes âgées. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des exemples? Moi, j'habite une commune où il y a un projet d'habitat partagé à Copa, et une commune qui est aussi largement fréquentée par votre organisme. Et donc, du coup, là, c'est complètement dédié à des personnes âgées en début, ou enfin en perte un peu en début de dépendance. Est-ce qu'il y a des exemples où on a justement une mixité entre des personnes âgées et des porteurs de handicap? Pour Acopa, que je connais bien, la maison, elle est plutôt fléchée senior, mais rien n'empêche d'accueillir des personnes en situation de handicap. Si, après, la difficulté, c'est que enfin, quand on monte un projet, les institutions, enfin les financeurs qui pourtant s'adaptent, hein, parce que dans l'habitat inclusif, encore une fois, on fait bouger des lignes. N'empêche que quand on va voir la CARSAT, elle va nous parler des personnes plutôt dépendantes, plutôt autonomes. Quand on va voir le département, ils préfèrent. Enfin voilà, chacun a des habitudes des habitudes de travail et puis tout simplement des financements un peu dédiés.
Et voilà, aujourd'hui, enfin, on vient bousculer les lignes. Oui, excusez-moi. Oui, ici. Du coup, je vais me permettre de compléter. Je suis Virginie Coquet, je suis chargée de projet Habitat Inclusif au département. Et du coup, on a des projets qui mêlent les deux publics. On a Habitat Humanisme notamment qui a fait ce choix-là et ça fonctionne plutôt bien. Et je crois que du coup, Apicop, qui a été cité aussi, a cette volonté de mixer les deux publics. Et du coup, juste pour reprendre, pourquoi au début on cherchait des besoins similaires sur les personnes qui allaient intégrer les habitats inclusifs, c'est parce que le seul moyen qu'on avait pour financer ces projets, c'était la prestation de compensation du handicap. Donc si on voulait la mettre en commun, il fallait que les personnes aient des besoins identiques. Donc du coup, c'est vrai qu'au début, tous les premiers projets, il y avait des personnes qui mettaient 1h30 de PCH en commun par jour, par habitant, par exemple. Mais maintenant qu'il y a l'aide à la vie partagée, donc c'est une aide qui permet vraiment de financer le projet de vie sociale et partagée. Donc la PCH, elle va financer vraiment tout ce qui est besoin individuel. Donc ça, c'est une chose. Mais après, tout ce qui concerne l'animation du projet de vie sociale et partagée, c'est l'aide à la vie partagée. Donc là, on se retrouve avec des personnes qui vont avoir des problématiques, des handicaps différents. Ça ne pose pas de souci. Enfin voilà, vu qu'on a cette nouvelle source de financement, on est moins à la recherche de besoins similaires. Et au final, on se rend compte, pour le projet d'ancrage dont a parlé Madame Acarion, les handicaps sont totalement différents. Il y a des personnes non-voyantes, des personnes avec handicap moteur. Et en fait, ça fédère le groupe. Il y a une super dynamique en termes de collectif. Les gens prennent soin les uns des autres aussi en fonction de leurs ressources. Et en même temps, il y a l'animateur qui va être présent, qui va être garant que le collectif ne soit pas non plus pris en soit responsable de l'individualité des personnes, en fait. Donc, c'est pour ça que ça se régule et que c'est hyper important, cette animation de projet de vie sociale et partagée. Voilà pour le petit complément. Et si je peux me permettre, pour répondre à la question de monsieur, on a un exemple d'habitat qui fait et pour les seniors et pour les personnes en situation de handicap, c'est à Ancenis, et ça a été porté par l'UDAF 44, et c'est la résidence Saint-Fiacre. Et on voulait également remercier Virginie Coquet de nous avoir aidés pour le diagnostic et pour ses conseils. Voilà, merci. Oui, une autre intervention? Oui, je veux bien. Dominique Lebert, donc je représente une association. On n'est pas porteur encore, on est promoteur d'un projet. Après avoir entendu en effet qu'il n'y avait pas de case d'habitat inclusif, qu'on essuie les plâtres, que là je voudrais parler en tant que maman, on est parents. On essuie les plâtres en effet parce que comme vous madame, donc nos enfants ont entre 25 et 30 ans, il n'y a plus de place. Donc comme l'a dit madame Acarion, en foyer, donc on se lance dans ce projet d'habitat inclusif, mais nos enfants sont bien chez nous. Ils ont une vie sociale complètement intégrée puisqu'ils sont déjà en association, ils font du sport, ils font plein d'activités ensemble. Et un nouveau métier, en fait, ça serait aussi un métier à lancer, c'est de nous accompagner, nous, parents, parce que nos jeunes, ils sont d'accord éventuellement pour aller habiter dans un logement indépendant et toujours avec leurs copains. Donc, on veut bien pratiquer l'autodétermination, on veut bien les aider, mais on se rend compte que même pour nous, c'est pas si facile que ça. Comment nous, en tant que parents, arriver à leur expliquer que du jour au lendemain, bon, on leur demande de quitter la maison, pas du jour au lendemain, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Comment les professionnels, ils sont en ESAT, ils travaillent en ESAT, comment on peut partager cette prise de risque? C'est quand même un risque à prendre, de les laisser sortir, enfin de les... Et voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est aussi une nouvelle problématique, et je reviens aussi au questionnement de l'habitant en lui-même, c'est ce que vous disiez, et merci pour votre étude. C'est aussi une prise de risque, une problématique supplémentaire par tout ce que vous avez pu exposer, puisqu'on s'aperçoit que eh bien, cet habitat inclusif n'est pas connu par tous les services des collectivités. Il faut aussi qu'on soit là pour enseigner, pour apprendre, pour essayer de coordonner. On a parlé de partenariat, de coordination, mais on s'aperçoit que nous, parents, en fait, on a ce rôle aussi à jouer en plus
puisqu'on essuie les plâtres, comme ça a été dit, quoi. Ben, nous, dans notre projet, en fait, on va les accompagner. On va pas les mettre du jour au lendemain. Maintenant, tu habites là et plus chez nous. Ce qui est bien, c'est ils ont vraiment un logement individuel. Donc, on pourra les accompagner, dormir une nuit, pas la deuxième, dormir la troisième avec eux. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas un habitat où ce soit de la colocation, mais on voulait vraiment qu'ils aient une vie voilà, privée, où en tant que parents, ben, on retrouve on va dormir chez eux, ou le frère va dormir chez eux, ou le cousin, enfin voilà. Il y a vraiment, ben, d'ailleurs, les jeunes en avaient parlé, ils sont chez eux, ils reçoivent chez eux. Et du coup, ben, on va les accompagner, donc ça durera pour certains peut-être 4 mois, pour d'autres ça durera 1 an, mais on les accompagnera le temps qu'il faut, et puis on travaillera avec... Nous aussi, on ne voulait pas gérer l'habitat, parce qu'on est parents, mais on n'est pas éternel. Donc on a vraiment voulu, dans notre projet, nous décharger, et c'est pour ça on voulait qu'il y ait un gestionnaire, un coordinateur de tout ça. Donc c'est un travail qu'on fera en fait par an avec eux. Il y a plein de services, en fait, les services des psychologues, enfin c'est les services SAMSA. Après, pour en revenir à votre question, en général, sur ces projets-là, alors sur l'exemple de Grand Auvernais, il y avait 2 personnes à l'origine et le groupe s'est étoffé au fur et à mesure à partir d'un peu de la note d'intention qu'il y avait derrière ce projet. Sur Grand Auvernais, c'était une organisation type familiale au niveau du collectif et d'avoir un rapport avec la nature, d'où l'existence de ce tiers-lieu-là. Sur les autres projets, en général, les porteurs mettent en place ce qu'on appelle un parcours habitant où on permet aux aux habitants de se rencontrer, où vont être sollicitées les familles, les équipes, les services d'aide à domicile, les lieux de travail qui accompagnent déjà les personnes pour anticiper le futur emménagement. Dans les parcours de vie aussi, donc il y a quand même un certain nombre d'habitats inclusifs qui tournent depuis quelques années, donc il commence à y avoir quelques retours d'expérience. Et c'est vrai que cette notion de parcours est quand même assez important. Par exemple, on sait que sur l'habitat de Basse-Goulaine, qui doit être ouvert depuis 2-3 ans, il y a un habitant qui, au bout de 2 ans, en fait, est rentré à la maison parce que ça a été trop dur, en fait. C'est vrai qu'il y a quand même ça a beau être un lieu de vie et de vie sociale et partagée, il y a quand même une certaine solitude de se retrouver tout seul le soir. Et il faut pouvoir y arriver. Il y a certains habitats où les jeunes dorment pas encore la nuit. Il y a vraiment tout un chemin avant de vraiment lâcher le domicile. Là, récemment aussi, j'avais été visiter un habitat inclusif qui est en train d'ouvrir sur Saint-Nazaire, où en bas, il y a le restaurant d'application, donc avec le travail. En fait, l'une des jeunes en fait, a quitté un habitat inclusif de Nantes pour venir, qui travaillait au Reflet, qui avait un habitat inclusif, et qui a quitté Nantes parce que du coup, il fallait se rendre sur le travail. C'était un peu compliqué en termes d'autonomie, et en fait, de venir sur Saint-Nazaire, où on a à la fois le lieu de travail et dans les étages, le lieu de vie, et qui du coup, là, il y a à la fois du handicap, il y a des personnes âgées, il y a des personnes précaires, il y a des artistes. Donc là, il y a vraiment une mixité aussi de profils. Ça a été conçu autour de beaucoup de fragilité. Et donc là, elle a trouvé un équilibre parce que le cocon est beaucoup plus important. Donc voilà, il y a cette notion de parcours, voir aussi comment on travaille les droits au retour, pouvoir tenter un habitat inclusif, peut-être rentrer chez soi, et puis il faudra voir aussi comment que ça soit pas... que d'en avoir testé un, ça soit pas rédhibitoire, ne pas recommencer un peu plus tard. Il va falloir, au fur et à mesure que les habitats vont ouvrir, voir comment comme je vous disais, ça va vraiment bouger certainement dans le temps, et qu'il n'y ait pas de doctrine fixe pour que... Côté handicap, on est quand même sur des personnes qui sont assez jeunes et qui sont sur leur prise d'autonomie. Donc voilà, il faut leur laisser des essais. Il y a un habitat inclusif sur la Baule où ils ont la notion de chambre d'amis. Donc on est plus sur une colocation avec une 6e chambre. L'idée, c'est de pouvoir accueillir de la famille qui vient rendre visite, et aussi avoir des gens qui viennent faire des périodes d'essai. Comme ça, quand il y a un habitant qui part,
qui prend son autonomie, qui prend son envol, et ben le collectif connaît déjà 2-3 autres habitants qui sont dans les starting blocks pour aller rejoindre le collectif. Parce que c'est vrai que quand on est sur des colocations, on ne prend pas n'importe qui pour vivre avec soi, comme font les jeunes. Pour ceux qui ont vu l'auberge espagnole, je pense que c'est un peu la même chose. S'accorder le droit à l'expérimentation aussi, ça sera peut-être le mot de la fin, parce que je crois que le temps file. Peut-être prolonger les échanges différemment, et peut-être aussi un mot de conclusion. Enfin, Béatrice ou Stéphane? Oui. Déjà, la richesse des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui en disent long. La question des proches et la question des parcours résidentiels. Moi, ça fait écho à l'échange qu'on avait juste avant sur la fluidité des parcours, la diversité des publics qui ont besoin ou qui ont, comme tout à chacun, le droit de vouloir changer de logement aussi. Et ça fait écho à tout ce qui relève de cette mobilité résidentielle et qui pose la question des choix résidentiels pour tous. Et on disait dans l'intitulé qui a été choisi ici que l'habitat inclusif, c'est l'affaire de tous. Je pense que toute la population, dans toute sa diversité, quel que soit son âge, son statut, sa profession, son lieu de vie, doit pouvoir, dans la mesure du possible et selon ses propres aspirations, être en mesure de choisir un lieu de vie qui lui convienne. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de dire, ce qui essaye de se développer, de se déployer sur le territoire. Et je dirais simplement que l'habitat inclusif n'est pas un modèle unique et qu'il faut vraiment considérer la diversité de ces offres d'habitat comprenant le logement, les espaces communs et l'environnement. Et les étudiants l'ont bien dit, et je crois que ça a été bien évoqué, la dimension spatiale, mais aussi parce qu'on est géographe, et donc on y accorde une place toute particulière, mais c'est vraiment important. Et peut-être un point qui n'a pas été évoqué, mais qui laissera place à la discussion après, c'est quand on parle aussi des personnes en situation de handicap, on questionne aussi l'acquisition de l'autonomie. Quand on parle du vieillissement, on va plutôt parler du maintien de l'autonomie. Les attentes, les besoins, les aspirations ne sont pas forcément les mêmes, et pourtant l'habitat inclusif s'adresse à l'ensemble de ces populations. Donc ça invite à la réflexion et à la diversité des personnes susceptibles de vivre dans ces formes d'habitat inclusif. Voilà pour les quelques mots, et encore merci aux étudiants pour le travail qu'ils ont réalisé. Mais voilà, super. Alors vas-y Stéphane, je te voyais pas. Non, c'était caché. Oui, avant les remerciements, effectivement, sujet passionnant que j'avoue, moi, peu maîtriser, donc j'ai appris beaucoup de choses. Non, mais il faut être honnête. Et c'est vraiment super de s'être emparé de ce sujet, parce que je pense qu'il ouvre aussi beaucoup d'autres... J'ai l'impression que c'est le début d'un cycle. Et puis ça ouvre aussi les questions, je pense, un sujet qui nous est cher à l'Institut Kervégan, sur les questions de ruralité quand même aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites qui sont intéressantes. Il n'y a pas... il y a pas un seul modèle de développement, et je pense que la question des ruralités, de l'équilibre des territoires, enfin, il y a des choses très intéressantes, je pense qu'il faut qu'on creuse aussi, que montre cette réflexion qu'on a eue ce soir. Donc voilà, je veux vraiment vous remercier beaucoup, tous les intervenants, c'était passionnant. Remercier vraiment le département pour son accueil, merci beaucoup. Voilà, sans le département, nous n'existerions pas, donc l'occasion de vous remercier. Mais surtout, merci Maryse d'avoir concocté ce superbe événement. Je crois qu'il y a un cocktail, normalement. Il y a toujours un cocktail. C'est ça que je voulais dire. Il y a toujours un cocktail. Il y a toujours à boire à Kervégan. Non, mais c'est surtout que ce sera l'occasion de vraiment discuter, de prolonger les discussions autour d'un petit verre et de quelques gourmandises. Merci à toutes et tous. Merci à tous.